Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT breton. Ce lundi, dans cette édition, retour sur les résultats de la primaire de la Belle Alliance populaire. Benoît Hamon, originaire de Saint-Renan, va porter la candidature socialiste Réaction. Les conservatoires de Bretagne ont joué en nocturne ce week-end et nous avons suivi l'événement à Vannes. Et aussi une plongée dans le monde du rétro gaming. À Quimper, les joueurs ont ressorti leur vieille Nintendo. Et après le sport sur écran, on fera aussi un point sport, mais sur terrain. Bonjour Laurent Villebout. Bonjour Julie. Qui sont les grands gagnants de ce week-end en Bretagne? Ils sont nombreux, on parlera record du monde d'abord, des coups de cœur aussi, et puis 2 petits cartons rouges également. On a hâte de découvrir ça dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du lundi 30 janvier 2017. Le petit gars de Saint-Renan représentera le Parti socialiste à l'élection présidentielle. Benoît Hamon est arrivé en tête du second tour de la primaire de la Belle Alliance populaire. En Bretagne, c'est légitimement dans le Finistère qu'il réalise son meilleur score, 64,04% des suffrages. Aujourd'hui, au sein de la Fédération socialiste du département, le mot d'ordre, c'est rassemblement. Marc Coatanea, le secrétaire général du PS dans le Finistère, nous en dit plus au micro de Christophe Boucher. Je crois au fond que les Français qui sont venus voter, nombreux ces 2 dimanches, ont fait comme pour la primaire de la droite. À droite, coup de barre à droite, à gauche, coup de barre à gauche, pour ancrer les politiques dans le cœur de la famille de gauche. Il n'y a pas de fracture, me semble-t-il, au Parti socialiste. Il y a des lignes différentes, mais ça, j'ai envie de dire, rien de neuf chez les socialistes. Et cette divergence d'approche a été tranchée nettement hier. Donc voilà, fin du débat, et tous derrière notre candidat pour mener ce qui est la nouvelle séquence, c'est-à-dire l'élection présidentielle qui commence dès aujourd'hui. Et les soutiens de Benoît Hamon attendent donc maintenant de se lancer dans la campagne présidentielle. Le candidat peut compter sur l'aide des députés Chantal Guittet et Marie-Lise Lebranchi, mais aussi sur celle d'Olivier Lebras, l'ancien syndicaliste figure du combat de l'abattoir GAD et aujourd'hui conseiller régional dans l'équipe de Jean-Yves Le Drian, réagit devant la caméra de Frédéric Lorenzon et Anna Guillerme. Je vais décider de soutenir Benoît Hamon dès le premier tour parce que ses idées, ses valeurs, je les partageais. Déjà, il présentait un projet qui était différent des autres, qui était vraiment porté sur le futur. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Benoît Hamon le 22 décembre à Baudilis, où il voulait faire un petit point sur la crise de l'agroalimentaire en Bretagne. Donc j'ai pu échanger 5-10 minutes avec lui. Donc j'ai compris aussi que l'homme avait des vraies valeurs, qu'il voulait mettre en avant ses idées plutôt que sa personnalité. Je pense qu'il apporte des solutions pour notre jeunesse, pour une France qui souffre. Donc je pense que le peuple de gauche et ceux qui ne veulent plus croire au peuple à la gauche vont comprendre aussi qu'il y a la possibilité de créer une nouvelle dynamique autour de Benoît Hamon. Et pour les soutiens de Manuel Valls, c'est la déception. Il n'y a que dans le Morbihan où le score de l'ancien Premier ministre dépasse son résultat national. Dans ce département, certains élus comme Gwendal Rouillard sont restés discrets sur leur intention. Norbert Métairie s'est exprimé aujourd'hui. Il soutient Benoît Hamon, tout comme le conseiller régional Maxime Picard. Il a rencontré Fanny Coconi. Ma responsabilité, c'est de porter le Parti socialiste en campagne pendant cette séquence électorale. Le candidat du Parti socialiste, c'est Benoît Hamon, donc il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là. Mais encore une fois, moi je fais noter que notre difficulté, elle sera de défendre des propositions qui ne sont pas celles que nous avons portées dans un premier temps. Et donc c'est là où le candidat doit aussi contribuer à nous permettre de nous investir pleinement dans cette campagne en trouvant les ponts nécessaires entre ce qui fait l'essence de son projet et ce qui doit être le projet d'un rassemblement autour de lui. Quelle proposition nous fait Benoît Hamon pour nous permettre à chacun de trouver notre place? Alors que signifie le désaveu du PS dit de gouvernement? Est-ce que ce résultat sonne la fin du PS breton? Analyse de Samuel Petit, rédacteur en chef du Télégramme. Le Parti socialiste breton se souviendra longtemps de ce drôle de dimanche. Malgré le soutien de grands élus et l'engagement des ministres Valls et Urvoas derrière Manuel Valls, c'est Benoît Hamon qui l'a emporté et largement en Bretagne. Score étonnant dans cette terre de centre-gauche, mais dans une primaire dont on maîtrise peu le profil des électeurs, il est difficile de dire clairement ce qui a motivé ce vote Hamon. La crise économique n'épargne pas la Bretagne. La déception à l'égard du bilan Valls-Hollande est réelle et un carton jaune aux figures ministérielles bretonnes a peut-être été donné. Ceci dit, Benoît Hamon n'est ni marxiste ni trotskiste, il est de la génération Rocard, rien de totalement incompatible avec le socialisme à la bretonne.
À l'heure de basculer vers la scission ou de préserver l'unité, de nombreux élus choisissent depuis dimanche soir de rester dans le rang. C'est le cas de Nathalie Appéré, maire de Rennes, ou de Johanna Roland, maire de Nantes, qui appellent au rassemblement. Que feront les autres valsistes régionaux? Difficile de le dire pour le moment. Dès dimanche, les parlementaires soutiens de Benoît Hamon, comme la finistérienne Chantal Guittet, ont eux aussi appelé au rassemblement. Plutôt que la raison et la foi en l'unité, c'est la tendance des sondages qui devrait dicter les choix. Réponse en février. Et le troisième homme de cette primaire, c'était bien sûr Emmanuel Macron. Ce lundi, les radicaux de gauche d'Ille-et-Vilaine ont annoncé qu'ils allaient rejoindre le candidat d'En Marche. Alors sont-ils les premiers d'une longue liste? Eh bien, l'avenir nous le dira. En tout cas, Richard Ferrand, député socialiste du Finistère et secrétaire général du mouvement Veille, pas d'investiture donnée à la va-vite. Il s'en explique, nous l'avons joint par téléphone ce matin. Nous ouvrons nos bras à toutes les citoyennes et tous les citoyens qui se reconnaissent dans notre démarche. Tout le monde est bienvenu dans cet objectif, mais nous sommes précis. C'est sur notre ligne et sur le travail qui a déjà été fait depuis le 6 avril dernier qu'il faut s'inscrire lorsque l'on nous rejoint. Et spécifiquement pour les députés, il faut être clair, venir soutenir maintenant Emmanuel Macron ne vaut pas un passeport d'investiture immédiatement. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Et on passe à toute autre chose. Ce week-end, certains n'avaient pas les yeux tournés vers l'avenir, mais plutôt vers le passé. À Quimper, des nostalgiques se sont retrouvés autour d'anciens modèles de consoles vidéo, alors que d'autres enfilaient les costumes de leurs héros virtuels. Gaëtan Pinel vous emmène dans cet univers. À fond les manettes. Samedi, au centre des abeilles de Quimper, c'était rétro gaming avec l'association Let's Play, mais aussi cosplay avec l'association Japan Spirit Event. Bref, l'univers des jeux vidéo et des super-héros. Le rétro gaming, c'est le plaisir de ressortir sa vieille console, de redécouvrir des vieux jeux des années 70, 80, 90. De la Nintendo NES à la PlayStation 2 en passant par la GameCube, petits et grands se sont replongés dans les consoles du passé. Entre jeux de combat, de football ou d'aventure, chacun y a trouvé son bonheur. Ça me permet de retrouver un peu les jeux de mon adolescence et c'est marrant de revoir ça, quoi. C'est des jeux qui ont disparu et qui d'un coup réapparaissent comme ça dans une salle, comme ça. Ouais, c'est bien, c'est sympa. Sans oublier l'exposition de consoles de collection telles que l'Odyssée de Magnavox, premier modèle à être commercialisé en 1972. En fin d'après-midi, les jeux vidéo sortis du fond de l'armoire ont eu un moment de répit, le temps du concours de cosplay, contraction de costumes et de playing. Le but, c'est de s'amuser en se costumant. Le but, c'est aussi de fabriquer son costume. Et un jury délimite qui est le personnage qui a fait le meilleur costume, qui est le personnage qui a fait la meilleure prestation et quel est le coup de cœur du jury. Si le concours a été remporté par Laura, alias Sakura, héroïne de dessin animé, la soirée s'est terminée manette en main, les yeux rivés sur l'écran et la tête dans le passé. Et après le sport cérébral, place au sport sur de vrais terrains avec Laurent Villepoux. Et Laurent, on commence avec un record du monde établi à Lannion ce samedi. Ouais, avec cette performance en apnée, image signée Mathilde Kemener. Perf qui va faire référence et premier record, c'était à la piscine de Lannion. Pascal Mazet a nagé en apnée donc pendant 1 heure, effectuant 126 longueurs de bassin, soit 3 km 300. Chapeau. Vous nous proposez maintenant vos coups de cœur du week-end, Laurent. Oui, bravo à Cécilia Berder, vous la connaissez, l'escrimeuse quimpéroise 9e au classement mondial qui avait fini 3e à Cancun fin 2016. Eh bien, elle s'est adjugée la première manche 2017 de la Coupe du Monde de sabre. C'était à New York dans la nuit de samedi à dimanche. Au milieu, bravo à Alexandre Benoît. Le junior costamoricain se classe 5e aux mondiaux de cyclocross à Luxembourg samedi. Il visait un top 3, mais une chute l'en a empêché. Et puis enfin, un coup de cœur aussi au Brest-Bretagne handball que vous avez aperçu sur cette illustration. Au terme d'une incroyable remontée, les filles du BBH ont décroché un 21 partout face aux Hongroises de Ferrarvar. Elles ont égalisé à 3 secondes de la fin du match. Elles sont leaders de leur poule dans cette compétition de Coupe d'Europe. Et enfin, Laurent, vous continuez votre travail d'arbitre et vous sortez les cartons rouges. Absolument.
Hop, carton rouge, c'est parti avec le RC Vannes d'abord qui s'incline à la Rabine. 16-23 face à Dax, concurrent direct pour le maintien. Vannes est 14e sur 16 de Pro D2, donc avec une série de 6 défaites. Vannes jouera sa survie, on peut le dire, en Pro D2 vendredi 10 février à Albi. Albi est 15e. Et puis carton rouge encore. Et enfin, AOFC Lorient qui s'incline 3-2 face à Dijon. Lorient était mené 1-0. Lorient va égaliser puis prendre l'avantage 2-1. Avoir l'occasion sur penalty de s'envoler. Mais voilà, penalty manqué. Dijon égalise et puis Dijon s'impose à la 93e minute. 3-2. Les Lorientais sont plus que jamais lanterne rouge de la Ligue 1. Merci beaucoup Laurent et on vous retrouve dans l'émission Multisport. Cette semaine, votre invité Arzel Mevelec, l'organisateur des internationaux de tennis de Quimper. Et culture, dans cette édition, on pousse la porte des conservatoires bretons. Celui de Vannes a proposé une cinquantaine de concerts en nocturne ce samedi. Et c'est la 3e fois que l'établissement participe à cet événement national. Plus de 500 élèves sont venus jouer sur scène et Fanny Coconnier était aussi sur place. Une fanfare, des ensembles à cordes ou encore un orchestre symphonique. Ce samedi soir, les élèves des conservatoires de Vannes et de la presqu'île de Rhuys ont joué le jeu de la nuit des conservatoires. L'idée est venue il y a 4 ans au directeur des écoles de musique. Ils avaient à cœur de faire découvrir le conservatoire loin des clichés en lui donnant une image festive. C'est la vie de cet établissement que l'on souhaite faire découvrir sous un autre angle et peut-être qu'il faut oublier les vieilles images qu'on peut avoir d'un conservatoire fermé. Mais là, vous êtes vraiment dans un établissement qui est très très ouvert et vous pouvez constater que tout le monde, tout public trouve sa place. À Vannes, les enfants de primaire apprivoisent la musique avec les classes à horaires aménagés. Ce samedi, ils ont proposé leur spectacle préparé sur leur temps scolaire. En tout, 1700 personnes de 5 à 85 ans apprennent ici la musique, le chant, le théâtre et les arts plastiques. Pour eux, cette soirée est un aboutissement. C'est vrai de se faire entendre, en fait, on a un objectif. C'est bien pour faire la promotion du conservatoire et puis on fait plein de concerts, du coup c'est cool, il y a une bonne ambiance. Une ambiance qui a séduit des centaines de personnes un peu à l'étroit dans ce bâtiment du XVIIe siècle. C'est une soirée très agréable qui enlève un petit peu le monotone de la tristesse de l'hiver. Et ça donne un peu chaud au cœur. Et c'est le moment de retrouver votre tour de Bretagne en 60 secondes. Allez, on rentre à la maison. Banque Populaire, le bateau d'Armel Lecléache, victorieux dans le Vendée Globe, est rentré à la base de Lorient ce lundi après-midi. Sans son skipper, le monocoque a été accueilli par un autre équipage, celui de Louis Burton, toujours en course, mais qui a déjà racheté le foiler vainqueur. Un hélicoptère, le phare du Pan sur l'île de Bréa, et là vous vous dites, à nous les belles images aériennes, eh bien pas du tout. La réalisatrice Cécile Paris était à terre et elle filmait l'hélico. Il doit y avoir une idée derrière. Enfin, quelques 200 voitures anciennes et véhicules de prestige se sont rassemblés ce week-end à Rennes. Alors c'était bien joué parce qu'à peine quelques jours auparavant, tout le département était en alerte pollution avec vitesse maximale à baisser. Ça aurait fait désordre. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, 19h. Bonne soirée.